Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Bardot, je suis le président cofondateur de Simplon et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du webinaire 0 et 1, le webinaire qui tente de décortiquer le numérique pour qu'il soit plus facile à comprendre et plus utile pour tout le monde et pas seulement pour les geeks. Alors 0 et 1, on a un parti pris, on regarde le monde du numérique sous l'aspect des compétences et des métiers, parce que la transformation numérique a un fort impact sur tout ça, et ça peut être une très bonne nouvelle pour plein de gens pour trouver des jobs ou changer de job, mais ça peut être aussi compliqué si on n'a pas toutes les compétences et si on n'y comprend rien. Et donc on est là pour décortiquer tout ça, on va y revenir avec Virginie. Donc 0 et 1, c'est toutes les semaines, c'est une discussion à bâton rompu avec une invitée ou un invité en moins d'une heure. Donc c'est un regard voilà, subjectif, mais sans langue de bois et sans mots compliqués sur un aspect du numérique, et c'est à déguster en live sur Teams et sinon en replay sur la chaîne YouTube de Simplon. Et aujourd'hui, je suis très très content et très fier de recevoir Virginie Nativé. Bonjour Virginie. Bonjour, je suis très contente d'être ici aussi. Alors la première question un peu rituelle, c'est tu viens d'où? Tes parents, ils faisaient quoi dans la vie? T'es né où? Et comment t'es tombé dans la data? Alors, je suis née à Saint-Étienne et j'y habite encore en fait. Donc, je suis une stéphanoise, même si j'ai fait un petit détour par Lyon pendant plus de 15 ans. Mes parents, ils avaient des métiers qui n'étaient pas du tout dans le numérique. Mon père travaillait dans un grand magasin. Donc, il a commencé par mettre en rayon des produits dans un grand magasin, en fait, tout simplement. Et ma mère travaillait, donc ils sont tous les deux à la retraite, ma mère travaillait dans une municipalité pour s'occuper des plantes vertes qui décore après les ronds-points et les différentes installations de la ville. Voilà, donc on est très très loin du numérique. Et comment moi je suis tombée dedans, j'adorais comprendre comment fonctionnaient les choses. Donc j'ai découvert l'informatique vers mes 15 ans, puis Internet, et je me suis retrouvée à l'INSA en école d'ingénierie informatique. Ça m'a pas plu plus que ça. Je me suis dit que c'était pas fait pour moi, donc j'ai voulu tout Vous arrêter et à étiez la combien de place. filles dans la promo? Oula, on était 8, un truc comme Ouais. ça, sur 120. Donc voilà, 8 sur 120, c'est ou 8 ou 9, je ne sais plus, mais sur 120, ça donne une idée de la proportion. Et puis, ouais, je me suis dit qu'ingénieur informatique, c'était pas fait pour moi, donc j'ai hésité à aller élever des chevaux dans le Larzac. Et à la place, j'ai fait un double cursus, le truc qui n'a rien à voir du coup. Donc j'ai fini mes études à l'INSA et en parallèle, j'ai fait des études à l'université Lyon 1. Donc là, j'ai découvert un petit peu le monde de l'intelligence artificielle et c'est là que j'ai rentré le doigt dans l'engrenage et j'en ai pas sorti. Voilà, je suis pas sortie de ça et ça fait 19 ans maintenant que je suis dans l'intelligence artificielle. Super, on va parler de tout ça, donc merci. La deuxième question un peu rituelle de ce webinaire, c'est la question que j'appelle Claudine et Jackie, parce que c'est le prénom de mes parents, et je sais pas, ça doit être un peu comme tes parents, c'est pas forcément des geeks, et donc la première question, elle est souvent très pédagogique pour poser les choses. On va parler de données ou de data, on va dire que c'est à peu près la même chose, d'intelligence artificielle, mais si tu reprends le truc par le début, c'est quoi une data? C'est quoi une donnée? Bah, une donnée, c'est n'importe quelle information en fait, à partir du moment. Alors, la plupart du temps, on parle à partir du moment où elle est dans un ordinateur. Donc, n'importe quelle information qui est dans un ordinateur, que ce soit dans un fichier Excel, dans un fichier texte, dans un PDF, dans un Word, dans une base de données, c'est une data. Voilà. Donc, c'est n'importe quoi qu'on stocke et qui a une valeur au sens où elle représente quelque chose, cette donnée en fait. Ça peut être la quantité d'un stock, ça peut être le retour d'un client, voilà, n'importe. Donc, c'est très, très, très vaste en fait. Voilà, parce que j'allais dire, si avec ta définition tout est donné, mais non, tu veux dire qu'il faut qu'elle ait quand même un sens et qu'elle soit Alors, significative de quelque chose, sinon tout est numérique et tout est stocké, non? alors tout est donné ou programme. C'est Mhm. ça un peu la différence, c'est qu'il y a les programmes et il y a les données. Mais effectivement, la donnée, en fait, ça veut rien dire en tant que telle parce que ça veut rien dire et tout dire. C'est-à-dire qu'à peu près tout est data, si on regarde, à part les programmes qui font tourner, mais les programmes manipulent de la donnée. Voilà. Mhm. Donc Word manipule du texte, le texte c'est la data et Word c'est le programme. Et nous, on travaille non pas sur les programmes, mais sur les données. Mais voilà, ça veut dire qu'à peu près tout pourrait rentrer dans le champ de la data. Donc c'est vraiment c'est à peu près la même période qu'au moment où on a commencé à numériser des choses, à informatiser des choses. Mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que tout le monde en parle et qu'on n'a que ce mot-là à la bouche, la data, le big data et tout ça? Pourquoi? Alors ça, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de marketing déjà dedans. C'est déjà un Très premier bien, très point. bien, très bien. La data, elle existe depuis le début.
mais elle n'était pas sexy, en fait. Parce qu'il y a des données qui sont sexy et des données qui ne sont pas sexy. C'est un peu comme les gens. Voilà. Et du coup, les données n'étaient pas sexy pendant très longtemps, donc on les mettait dans des bases de données. Ça avait l'air d'être un métier un peu chiant, un peu répétitif ou ce genre de choses. Ça n'avait pas l'air super innovant. Et maintenant, on les met dans des data lakes. Et là, tout de suite, ça fait vachement plus moderne, jeune et tout ce qu'il faut bien. Mais au final, c'est juste qu'on va stocker de la donnée sous une autre forme. Et voilà. Et ce qui a changé beaucoup aussi, c'est que maintenant, on peut la stocker, la donnée. Parce que quand j'ai commencé l'informatique, les plus gros disques durs qu'on avait, ils faisaient, ouais, quand on avait 1 giga de disque dur, c'était ouh, on a 1 giga de disque dur. Maintenant, on a 1 téraoctet sur un ordinateur portable ou on a 250 gigas sur un téléphone portable. Donc, ça n'a carrément pas du tout la même mesure. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de données. En plus, on sait manipuler des données qui sont beaucoup plus importantes. Donc, tout ça, ça a beaucoup changé. Et c'est ce qu'on appelle le big data. Big data, c'est quand il y a beaucoup de données. Et ça n'a rien à voir avec les données qu'on avait avant. Et même la notion de big data, elle évolue parce que ce qui est beaucoup de données aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, ils vont nous regarder en disant, mais c'était pas beaucoup de données, ça. C'est ce qu'on gère tous les jours maintenant. Donc, voilà, ça évolue. On a vu aussi pas mal de commentateurs prendre l'exemple, enfin, la comparaison avec le pétrole et que la data, c'était un peu le pétrole du numérique et que c'était la matière première ou le combustible ou le je ne sais quoi d'ailleurs, parce que cette métaphore, elle est un peu bizarre. C'est si central que ça, la donnée? Oui et non. En fait, ce qui est important, c'est pas tellement d'avoir beaucoup de données, ça sert à rien en fait la plupart du temps, mais c'est d'avoir les bonnes données au bon moment. Parce qu'en fait, si on veut prendre la bonne décision dans une entreprise, bah, faut qu'on ait le bon chiffre et qu'il soit juste au moment où on a besoin de prendre la décision. Après, savoir si on a besoin de garder la température toutes les millisecondes dans l'open space où travaillent les développeurs, je suis pas sûre que ce soit une donnée très intéressante. Donc c'est pas tellement la donnée qui est importante, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va la valoriser et est-ce qu'on a la bonne donnée au bon moment. Voilà. C'est une super bonne transition sur une autre question que j'avais. On parle souvent aussi comme il y a le cycle de l'eau, tu sais, en géographie, mais il y a le cycle de la donnée. Et je me suis rencardé auprès des gens à Saint-Plon qui travaillent un peu sur ces questions-là. Et donc, ils m'ont dit qu'il y avait plusieurs types d'étapes, justement, pour qu'une donnée devienne intéressante. Il y a la collecte, il y a le nettoyage, il y a le stockage. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, sur ces différentes étapes qui font qu'on passe d'un truc qui est une trace dans un fichier informatique à quelque chose qui est intéressant et utile? Ouais, pas de souci. Donc effectivement, ce cycle de la donnée, on le retrouve partout quand on utilise de la donnée et on a à peu près toujours le même si l'ordre, des fois, varie légèrement. Donc je ne sais pas si ça sera exactement celui Oh, peu qu'ont importe, les non. enseignants de Saint-Plon, mais ça sera les mêmes étapes. La première étape, c'est qu'il faut créer de la donnée. Donc la première étape de création de la donnée, bah, c'est soit un humain qui va saisir quelque chose quelque part, soit ça peut être une donnée qui est mesurée. Donc c'est là qu'on va parler d'IoT. Donc IoT, c'est tout ce qui est objet connecté, c'est Internet of Things. Donc c'est tous les objets qui ont des capteurs qui vont récupérer une donnée, par exemple un capteur de température. Et ben, il va récupérer la donnée, c'est-à-dire qu'en fait, il mesure la température qu'il fait. Mais cette température, si on n'en fait rien de plus qu'il la mesure, bah, on peut la regarder quand on a besoin de savoir combien il fait dehors, mais ça servira à rien de plus. Donc ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de la transporter de sa source vers là où on va l'utiliser et faire le reste. Donc pour la transporter, bah, ça peut être très simple. Hein. Si c'est déjà tapé dans l'ordinateur, puisque c'est un humain qui l'a tapé, bah, il n'y a plus besoin de faire du transport. Si c'est un capteur, bah, peut-être que ce capteur, il va communiquer avec du Wi-Fi ou avec une carte SIM vers Internet pour envoyer la donnée à quelqu'un. Donc voilà, parce que tant qu'il la garde pour lui, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, on va la stocker et la nettoyer. Alors, généralement, c'est une boucle stockage-nettoyage, donc il y a les deux étapes. Donc, stocker, bah, c'est qu'on l'enregistre dans un disque dur, tout simplement. Alors, quel que soit le format, hein, ça peut être un fichier texte, ça peut être un fichier Excel, ça peut être une base de données. Donc, il n'y a pas de contrainte sur le format, mais il faut qu'elle soit stockée pour qu'elle soit conservée. Et on va la nettoyer parce que bah, y a des erreurs, parce qu'il y a potentiellement des doublons, parce que y a des valeurs qui seront pas données, parce que le thermomètre, ben, peut-être qu'à la place d'envoyer une mesure toutes les minutes, il y a des minutes, il n'arrive pas à envoyer sa donnée. Donc du coup, il faut faire un nettoyage un peu sur toutes ces données pour avoir des données qui sont des données utilisables. Et donc c'est pour ça que généralement, on a un premier stockage, un nettoyage et un deuxième stockage.
Et une fois qu'on a notre donnée utilisable, c'est là qu'on va pouvoir la valoriser. C'est un peu comme si on avait récupéré dans une mine des diamants bruts. Bah, en fait, un diamant brut, c'est moche et ça sert à rien, c'est juste un caillou, hein. Il faut après le nettoyer, le nettoyer pour enlever tout ce qui est autour, et le charbon qui est autour, et puis après, faut le tailler. Et donc, la valorisation des données, c'est là où on va les tailler. Donc, par exemple, on va faire des agrégations, on va faire des historiques, on va faire des tendances d'évolution. Donc, on va essayer d'utiliser cette donnée pour produire une information qui est utilisable. Par exemple, on va utiliser les valeurs de température au cours du temps pour donner la tendance des températures sur les prochains pas de temps, pour dire attention, là, la température, elle est en train de monter, ça continue, il va faire trop chaud ou il va faire trop froid, des choses de ce type-là. Voilà. Et c'est à cette étape-là aussi, enfin, je signale, le prochain webinaire, il va porter sur l'IoT. Donc voilà, pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, voilà, on aura commencé par la bonne chose. Et c'est à ce moment-là aussi, dans l'étape de valorisation, qu'on peut amener à croiser des données, c'est-à-dire à faire... ouais. Donc on peut en utiliser une toute seule, mais toute seule, la donnée a rarement de l'utilité. Elle est généralement utile que dans un contexte qui est apporté par d'autres données autour. Donc on va la croiser, par exemple, la météo, si c'est la température à l'intérieur d'une pièce, on va peut-être le croiser avec la température à l'extérieur de la pièce. Ça permet de voir si effectivement le chauffage se met en route comme il faut, ou quand la température baisse, si ça vient du fait qu'il fait très très froid dehors. Par exemple, le week-end dernier, on a eu une vague de froid avec de la neige. Donc moi, je suis à Saint-Étienne, comme je l'ai dit. Donc on a vraiment eu de la neige ici pendant plusieurs jours, sur plusieurs centimètres de neige. Donc forcément, les températures ont baissé aussi à l'intérieur des appartements. Donc on peut croiser ces données-là, et puis on peut les croiser avec des données d'humidité, on peut les croiser avec d'autres données pour avoir des informations plus intéressantes. Mais il faut qu'elles soient nettoyées, stockées avant de les croiser. Et au moment de la valorisation, ou tu me diras à quel moment du cycle, comme c'est des données, souvent c'est des chiffres, même si toutes les données ne sont pas des chiffres et tous les chiffres ne sont pas des données. Mais souvent, nos apprenants nous disent, oh là là, mais là, je suis sûr que vous allez me parler de mathématiques, de statistiques et tout ça, et que ça va déraper, et j'étais nul en maths à l'école, etc. Donc, est-ce que tu peux peut-être élaborer un peu là-dessus? Est-ce que forcément, c'est des histoires de maths? Comment ça se joue là-dedans? J'aime bien le verbe déraper parce que c'est effectivement souvent la réaction des personnes. Et en réalité, non, il n'y a pas forcément de mathématiques. Et quand il y en a, il n'y a pas d'intégrale triple. Enfin, dans mon métier, personne ne calcule des intégrales triples. Ça n'existe pas. Enfin, ça ne se fait pas. Non, ce qu'ils font quand ils font des maths, c'est qu'ils font la moyenne, par exemple. Calculer la température moyenne sur la journée. Ce n'est pas des maths qui sont d'un niveau inaccessible, parce que la moyenne, c'est quelque chose qui est quand même assez simple à calculer, hein. On fait la somme de toutes les températures, on le divise par le nombre de températures qu'on a. C'est comme quand on calcule sa moyenne à l'école, quand on connaît ses notes. Donc voilà, on fait des moyennes, on fait quelques indicateurs statistiques, mais en plus, c'est pas nous qui les calculons. En fait, on appelle des méthodes qui les font toutes seules. C'est un peu comme dans Excel. Si on met égal moyenne entre parenthèses, on sélectionne tous les chiffres, on ferme la moyenne, ça le calcule, on n'a pas besoin de connaître la formule, hein, et on peut calculer l'écart type sans même savoir quelle est la formule derrière l'écart type. Donc oui, il y a des maths, si des maths, c'est faire une moyenne. Mais si faire des moyennes, c'est juste des statistiques assez simples et qu'on considère que c'est facile, il n'y a pas forcément plus compliqué que ça. Alors, il y a quelques métiers qui effectivement manipulent des maths, mais c'est vraiment une minorité de métiers. Et même dans ces métiers-là où ils manipulent des maths, c'est une minorité du temps de travail de la personne. Donc, je ne travaille pas avec des mathématiciens qui font des équations sur des tableaux toute la journée. Pas du tout. Et on a le cas aussi à Simplon, mais toi, dans ton profil et dans ta carrière, comme tu dis, ça fait des années que tu es dans le monde de la donnée et de l'IA. Pour le coup, tu as croisé que des gens avec ton profil, genre ingénieur, etc. Ou tu as croisé aussi des gens qui sont dans la data et qui, je sais pas, je sais qu'à Simplon, on a des gens qui étaient en géographie aussi. Il y a beaucoup de données en géographie, dans l'assurance, ou même des gens qui n'avaient pas du tout de background par rapport aux sciences et aux techniques. Alors, en plus, moi, j'ai un doctorat en intelligence artificielle. Donc, effectivement, j'ai un double diplôme, j'ai un double bac plus 5, puisque j'ai un bac plus 5 de l'université et un diplôme d'ingénieur et un doctorat. Et en fait, je suis une très petite minorité dans le domaine de la data. La majorité des personnes sont sur des niveaux beaucoup plus faibles en termes de niveau d'études, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont moins bons ou quoi que ce soit, hein, d'ailleurs. Et ils peuvent venir d'absolument n'importe où. Donc, dans mes équipes, là, actuellement, j'ai une personne qui était, encore il y a très peu de temps, auteur, compositeur, interprète.
Voilà, et qui s'est formé en partant de ça. Et dans les équipes avec qui je travaille, voilà, j'ai un ancien serveur au Japon, une personne qui était prof de français en Chine. Donc, c'est des gens qui viennent pas du tout de la data et c'est pas un problème en fait. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait ça depuis le bac pendant 5 ans, 8 ans pour arriver à un niveau suffisant dans ces domaines-là. Et de ta fenêtre et de ton expérience, c'est quoi est-ce qu'il y a un point commun sur les gens qui s'intéressent à la data? Donc, comme tu dis, c'est pas forcément des amoureux des chiffres, même si je pense qu'il faut pas être trop rebuté non plus par les chiffres. Mais est-ce que tu as un mindset là-dedans ou quelque chose? Qu'est-ce qui les intéresse et qu'est-ce qui les réunit, tous ces gens-là? C'est parce que justement, ça veut dire des choses, la donnée? Ouais, je pense que c'est vraiment l'aspect métier qui est derrière en fait. C'est-à-dire que des données en tant que telles, un chiffre, ça veut rien dire. Il y a toujours le contexte métier dans lequel il est fait. Parce qu'une température, si je vous donne 20 degrés, vous ne savez pas si c'est chaud ou si c'est froid. Si c'est la température à l'intérieur de mon frigo, c'est très très chaud. Si c'est la température dans une usine qui fabrique du fer et de l'acier, c'est très très froid parce que les températures, c'est plus aux alentours de 1500 degrés. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, OK, le client, il a quoi comme problème? Qu'est-ce qu'on peut l'aider à faire avec ces données? Et du coup, qu'est-ce qu'elles représentent, ces données? Qu'est-ce qu'elles signifient? Qu'est-ce que je peux en tirer? Donc en fait, c'est des gens voilà, qui veulent comprendre les métiers des clients, qui veulent les aider et qui ont envie d'aller analyser un petit peu ce qui se passe et de se poser des questions. C'est des gens curieux surtout, en fait. Je pense que la vraie qualité à avoir à la base, c'est d'être curieux. Mm. Top. Dans le cycle de la donnée, il y a un point qu'on n'a pas encore creusé. Avant de passer sur les questions d'apprentissage, d'IA, etc., on va y passer du temps, hein. Mais je me suis laissé dire aussi que montrer une base de données avec des chiffres dedans ou des datas, c'était pas hyper sexy, même si ça l'est devenu, et tu as raison. Mais qu'il y avait une histoire de visualisation aussi des données, que ça, c'était quelque chose d'important, avec plein de compétences, plein de métiers. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Bah, en fait, c'est tout simple, c'est que nous, les humains, on est très limités. Donc, si on nous met un gros tableau de chiffres avec plein de chiffres de partout, bah, en fait, on va le regarder et on va dire oui, mais encore. Alors que si on nous met une petite case avec un graphe qui bouge comme ça, déjà, on voit ah, ça monte ou ah, ça descend ou ah, c'est stable. Ça, c'est visuel, on arrive à le voir tout de suite. Ou alors, on peut nous mettre des petits indicateurs comme les vitesses dans les voitures pour voir où on en est. Par exemple, la production, elle en est là ou elle en est là. On sait que c'est mieux, c'est moins bien, enfin, ce genre de choses. Et donc, visuellement, on arrive à comprendre les choses. Par contre, en regardant un tableau de chiffres, on voit rien du tout en tant qu'humain. Donc la visualisation, ça demande à récupérer quelles sont les meilleures infos et à trouver quel est le meilleur rendu pour ces infos-là, parce que en fonction de l'information, c'est pas le même graphique qu'il faut faire, c'est pas le même rendu. Il y a plein de visualisations différentes. Donc là, il faut avoir un petit côté un peu presque artistique de se dire comment on va faire passer l'information. Donc là, on n'est pas du tout dans les maths, on est vraiment plus dans le côté OK, on sait comment les humains fonctionnent un peu. Si on veut qu'ils comprennent bien, par exemple, un truc tout bête, hein, mais un indicateur qui est bien, on va le mettre en vert. Un indicateur qui est pas bien, on va le mettre en rouge. Parce que moi, comme ça, tout de suite, l'humain associe, il est rouge, c'est qu'il y a un truc qui va pas, il est vert, c'est qu'il y a un truc qui va bien. Ça marche bien dans notre culture, c'est pas forcément le cas dans toutes les cultures. Donc il faut aller voir aussi dans d'autres cultures. Et puis il faut que ça soit quand même joli au niveau de la présentation. C'est pas juste je mets des carrés de couleurs les uns à la suite des autres, sinon je verrai plus rien non plus. Et donc il y a un petit côté artistique derrière. Donc là, c'est des métiers qui sont plus dans la visualisation et le fonctionnement du cerveau et de l'œil humain que dans les mathématiques ou quoi que ce soit, quoi. Mm. Et tu as dit un truc sur lequel j'ai envie de te relancer. De la donnée, effectivement, il y en a dans tous les métiers. C'est-à-dire que c'est pas juste les informaticiens ou les industriels, hein. De la data, c'est utile partout. Donc ça commence à devenir quelque chose de très important dans tous les métiers, dans tous les secteurs. Et aussi, c'est pas forcément un truc qui est réservé aux gens qui la manipulent ou qui la visualisent. Mais comme tu l'as dit, montrer des trucs en rouge et en vert, en fait, ça s'adresse à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait qu'on soit comme toi ou plutôt qu'on n'ait absolument rien à voir avec tes types de métiers, est-ce qu'il faut qu'on ait tous un peu une culture de la donnée? Est-ce que c'est important ça? Alors la culture de la donnée, pour moi, c'est un terme qui est très très vaste parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est plus la culture du métier pour lequel on veut travailler. C'est ça qui est plus important que la donnée en elle-même. Il n'y a pas une culture de la donnée qui s'appliquerait à tous les domaines et à toutes les personnes et à toutes les cultures. C'est un métier qui est au final profondément humain, même si on travaille avec des ordinateurs, parce que ce qu'il faut, c'est comprendre le métier de la personne et se mettre à parler son langage
et avoir sa culture. Et peut-être que dans certains domaines, le vert et le rouge, ça ne sera pas ça. On sait que globalement, chez les humains, le vert et le rouge sont assez bien associés à tout va bien ou à tout va mal. Mais par exemple, le blanc, qui est associé à la pureté ici, est associé à la mort dans certains pays asiatiques. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est universel et ça ne dépend pas tellement de la donnée en elle-même, ça dépend vraiment de la culture. Donc, c'est un métier qui est plus dans l'humain que dans la donnée informatique telle qu'elle, quoi, en fait. Voilà. Je vais préciser un peu parce que c'est intéressant. Quand je parlais de culture de la donnée, c'est comme tu disais, il faut la collecter, il faut la valoriser, puis surtout il faut la visualiser, puis l'utiliser. Hein. Ça ne sert à rien effectivement qu'on fasse des jeux graphiques. Donc en fait, tout le monde dans les métiers doit être sensibilisé au fait qu'il faut collecter, qu'il faut bien collecter, et que en fait, quand ils voient un indicateur avec du rouge et du vert, en fait, qu'ils comprennent en fait où a été prise la donnée, en quoi c'est intéressant de piloter par rapport à la donnée. C'est cette culture-là, je me dis que tout le monde devrait l'avoir un petit peu. C'est la culture des indicateurs ou la culture de pourquoi c'est intéressant d'avoir des analytics, des machins. Alors, je comprends mieux du coup la question, effectivement. Mais là encore, c'est un point de vue qui vient du métier et de l'humain, parce qu'en fait, c'est pas nous qui allons leur dire vous avez besoin d'un indicateur, vous devez le regarder, vous devez apprendre à le lire. En fait, on va plutôt se baser de vous avez besoin de quoi pour faire votre métier mieux, pour le faire plus rapidement, pour le faire de meilleure qualité ou quoi que ce soit. Et ils vont nous dire, par exemple, bah, en fait, pour les commandes, j'ai du mal à savoir combien commander parce que j'ai aucune idée de combien ça va se vendre. Ok, donc en fait, ce que vous voulez, c'est soit un historique des ventes que vous avez eu jusqu'à présent pour voir comment ça évolue, soit même vous voulez peut-être une tendance, une prévision pour le futur des ventes, et ils vont nous dire, ah oui, ça serait pas mal d'avoir la prévision informatique des ventes. Comme ça, nous, on pourrait se caler dessus un peu en l'adaptant par rapport à ce qu'on connaît du terrain. Et on va du coup voir avec eux comment on peut construire ces indicateurs pour que justement, ils n'aient pas, eux, à apprendre tout de la culture de la donnée, mais que ça soit issu de ce dont ils ont besoin. Bon, ok, vous avez besoin d'un indicateur, ben, on va faire un graphique, par exemple, qui représente les ventes au cours du temps, et en très plein. Et après, en pointillé, on va vous dire c'est le futur qu'on estime. Comme ça, vous pouvez commander en fonction de ce futur estimé. Et grâce à l'historique, vous pourrez corriger potentiellement si vous voyez que ça a l'air de ne pas correspondre ou si vous savez que, je ne sais pas, ils annoncent une forte hausse des prix, donc vous allez avoir beaucoup de commandes dans les prochains moments et donc il va falloir acheter beaucoup de matières premières ou ce genre de choses parce qu'on sait que l'actualité actuellement, elle bouge beaucoup. Après le Covid, on pensait que c'était fini et puis finalement, on a une autre actualité qui est chaude et qui a beaucoup de conséquences aujourd'hui sur les entreprises. Donc ça peut bouger très très vite, ça, les algorithmes le prédiront jamais, donc il y a toujours un humain qui va devoir le décider. Donc oui, la personne, elle va devoir utiliser un outil, mais en fait cet outil, il a été construit pour l'aider. Donc c'est pas elle qui va devoir complètement apprendre à lire cette donnée. En fait, il va falloir juste qu'elle comprenne l'intérêt que ça a pour son métier et qu'on l'aide à faire un tableau qui soit à la fois utile pour elle et qui représente les données sous ce qu'on fait nous comme format, en fait, de trouver le bon rapport. Et après, effectivement, il faut la former, il ne faut pas la laisser en lui disant bah tiens, maintenant tu utilises cet outil, et puis bon, nous on se casse, on a fait notre boulot, quoi. Super intéressant, merci d'avoir creusé un peu et puis d'avoir recadré le truc. Et donc j'imagine qu'il y a aussi, en même temps que vos tableaux, que les données qui ont été bâtis avec l'utilisateur et tout ça, il y a aussi un mode d'emploi, il y a aussi des précautions d'usage sur ce que ça veut dire, ce que ça ne veut pas dire. Il y a des formations, des accompagnements, de tout ce qui est accompagnement au changement, tout ce qui est formation et tout ce qui est atelier, c'est-à-dire qu'on fait des ateliers avec les personnes qui vont utiliser l'outil en amont pour savoir ce dont elles ont besoin. On va faire des présentations en cours de route pour leur montrer où on en est, à quoi ça ressemble et qu'elles puissent dire là ça me paraît bien, là ça me paraît pas bien. Et puis une présentation finale, une démo, une formation sur l'outil et évidemment de la documentation, oui. Super. Après, on va passer au métier, mais là, on va arriver au gros morceau, qui est aussi là, le truc sexy du moment. C'est que, a priori, de ce que j'ai pu comprendre, moi, je suis pas un dev, hein, je m'occupe de Simplon, mais je suis pas technique. Le fait qu'on ait des données structurées, qu'on en ait plein de plus en plus, et qu'elles soient facilement stockables, et que les vitesses de calcul aient augmenté, ça nous permet maintenant de faire des choses dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, ma première question là-dessus, ce sera est-ce qu'on pouvait parler d'intelligence artificielle avant qu'il y ait toutes ces données et qu'il y ait tout ce que tu décris? Quel est le lien entre les deux? Alors, l'intelligence artificielle, telle qu'on en parle maintenant, ça date de 2012 et d'une avancée dans les images qui a été faite par Yann Lequin, qui est un Français, mais qui travaillait pour Facebook. Avant ça, l'intelligence artificielle, ça existait déjà. Et en fait, c'était quand même de l'intelligence artificielle parce que souvent, on associe intelligence artificielle et beaucoup de données. Et en fait, c'est faux. Il y a certaines branches de l'intelligence artificielle où il y a besoin de beaucoup de données, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dénigrer toutes les branches de l'intelligence artificielle où il n'y a pas besoin
de beaucoup de données. Et des fois, ce sont les seuls que l'on peut utiliser parce que justement, on n'a pas beaucoup de données pour se baser dessus. Et c'est pas pour autant que ça marche pas. Donc, grosso modo, en intelligence artificielle, on considère qu'il y a 5 grandes maisons. Et il y a des maisons qui vont utiliser, donc comme le connexionnisme. Le connexionnisme, c'est donc la maison de tout ce qui est réseau de neurones, deep learning et ainsi de suite. Ça, c'est une maison qui consomme énormément de données. Et encore que maintenant, on commence à faire des algos qui ont besoin de moins de données et on a des techniques pour diminuer le nombre de données nécessaires. Mais c'est quand même une maison qui est très, très donnée. Et dans le symbolisme, on a tout ce qui est système expert. Les systèmes experts, ça ne demande pas beaucoup de données, ça demande d'avoir un expert, un humain expert, avec qui on va discuter pour détecter des règles qu'il utilise dans son métier pour faire son travail de manière à les transmettre. Donc généralement, on prend des experts qui ont beaucoup d'expérience pour aider des jeunes qui n'ont pas cette expérience-là et pour qu'ils puissent un petit peu récupérer ce qui est dans le cerveau de l'expert. Et là, il y a un exemple hyper concret d'un truc d'une IA système expert. Alors, les IA système experts sont très très doués, par exemple, pour faire de la reconnaissance de quoi que ce soit, par exemple d'insectes. Il y a des IA qui existent, donc des systèmes experts qui existent pour faire ça, où en fait ça va poser des questions. Vous avez vu un insecte, ok, il est de quelle couleur, son corps il est en combien de parties, est-ce que c'est une seule partie ou est-ce que c'est 2 parties, 3 parties, est-ce qu'il y a des antennes, est-ce qu'il y a des cercles, est-ce qu'il y a un truc derrière, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, je suis pas Et donc là, tu veux spécialiste dire que pour ce cas-là, il n'a pas besoin d'avoir vu 10 millions de photos d'insectes? En fait, on ne lui montre pas de photos, on va juste répondre à des questions et à la fin, il va nous dire c'est une fourmi ou c'est un gendarme ou c'est une mouche ou ainsi de suite. Et donc là, on a juste besoin d'aller voir un entomologue, un spécialiste et de lui dire bah, ok, si tu vois un insecte, comment tu fais pour décider? Et il va dire bah, en fait, moi, pour définir ce qu'est un insecte, je vais compter d'abord le nombre de parties dans le corps. Parce que ça, c'est un truc que je sais à peu près, c'est que grosso modo, le nombre de parties du corps d'un insecte, ça dirige vers des grandes familles d'insectes. Et après, on va suivre un peu les arbres des insectes pour arriver sur un insecte précis. Et c'est aussi ce qu'on peut utiliser avec des systèmes du genre Akinator. Alors Akinator, c'est un programme où il pose des questions et il doit deviner à qui on pense. Donc en fait, vous pensez à quelqu'un, vous allez sur le site Akinator et vous dites est-ce que c'est un personnage connu ou pas, est-ce que c'est un homme, des choses comme ça, un peu comme le qui est. Et à la fin, il vous trouve qui c'est, mais il trouve qui c'est parmi des milliers, voire des millions de possibilités. Et ça, c'est pareil, c'est un système expert qui prend la quantité de personnages qu'il a, qui fait quel est le trait discriminant, je pose la question qui permet de séparer, et puis petit à petit, je m'avance. Il n'a jamais vu les personnages et il n'y a pas besoin pour ça. Et donc là, il n'y a pas besoin de données pour faire ce genre de... Et la partie apprentissage, elle se situe où alors? Elle est dans le dialogue avec l'expert? Alors là, il n'y a pas d'apprentissage, il y a de l'apprentissage quand on est dans la branche machine learning, mais quand on est dans la branche système expert, il y a une extraction des connaissances et une écriture des règles. Donc en fait, il faut écrire des règles et c'est ça qui remplace l'apprentissage. Bon, je t'ai interrompu, excuse-moi. Connexionniste, après symboliste, c'est la deuxième maison. Alors les maisons, je les ai plus toutes en tête comme Non, ça. non, Il y mais a peu les importe. maisons autour du probabiliste, tout ce qui est probabilité. Il y a tout ce qui est évolution. Donc évolution, c'est qu'on fait des petits programmes qui sont très mauvais au départ. Et puis en fait, on sélectionne ceux qui ont l'air de donner les meilleurs résultats et on va les laisser se reproduire entre eux pour qu'ils arrivent à des solutions qui soient de mieux en mieux. Donc ça marche très bien quand on ne sait pas comment il faut faire. On n'a aucune idée du comment il faut le faire, en particulier pour des robots. Par contre, on est très vite capable de dire si ce que le robot ou le programme fait est bon ou pas bon. C'est-à-dire qu'on sait le noter, mais on ne sait pas l'expliquer de comment il faut arriver à la bonne note. Voilà. Donc là, on va choisir les meilleurs individus et on va faire comme l'évolution biologique ou comme l'apprentissage au cours du temps. Donc Ce voilà. que tu disais, c'est que ces différentes modalités, elles n'ont pas le même rapport à la data, c'est ça? Elles n'en demandent pas. Voilà. Il n'y a pas du tout la même chose. Par exemple, pour tout ce qui est évolutionniste, il y a juste besoin de savoir évaluer la qualité d'un individu. Mais on a zéro data parce qu'en fait, on va créer des solutions potentielles et puis on va les noter et on va garder ceux qui ont la meilleure note au fur et à mesure. Et on espère que la note augmente et c'est effectivement le cas. Normalement, si c'est bien programmé, les notes augmentent et augmentent. Mais du coup, on a zéro donnée, on a zéro règle. Les règles, elles sont découvertes toutes seules par le système. On a juste besoin de savoir noter. Donc, on a besoin d'une fonction qui sait noter si un résultat est bon ou pas. Alors, ça peut être bien aussi, par exemple, pour de l'art, qui est très subjectif. On peut faire des œuvres d'art où la personne, elle sélectionne parmi 10 œuvres d'art celles qu'elle aime. Ça va les croiser, ça va faire des nouvelles œuvres d'art. Elle choisit ce qu'elle aime jusqu'à ce qu'elle dise ah bah parfait, celle-là, elle me plaît. Et je sais qu'à l'INRIA, ils avaient fait cette expérience-là sur des impressions de foulards où en fait ils avaient laissé une page où les gens pouvaient choisir un petit peu ce qu'ils aimaient le plus et ainsi de suite. Et au bout d'un certain temps d'évolution, ils avaient imprimé
les foulards et les avait vendus ou donnés, je ne sais pas exactement, mais ça avait été fait comme ça. Donc il y avait 0 foulard qui avait été montré. Ils ne leur ont pas montré ce qu'était un joli foulard. Ils ont demandé à des gens d'évaluer la qualité des foulards qui étaient proposés par le système. Non, mais ça, c'est super d'avoir fait ce distinguo-là, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup dans la petite musique de l'IA, c'est IA égale gros volume de données égale apprentissage. Et parce que IA égale machine learning en fait dans la plupart des articles. Et quand on s'intéresse juste au machine learning, il y a de l'apprentissage et il y a besoin de données. Mais c'est vrai que c'est qu'une toute petite partie de quelque chose qui est beaucoup plus vaste. C'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Et actuellement, c'est un gros baobab en fait qui cache la forêt. Donc voilà. Mais il y a quelque chose derrière le baobab. On peut en faire le tour, on peut aller voir derrière. Il y a plein d'autres choses qui se font et qui marchent encore très très bien et qui ne nécessitent pas ce baobab qui est en plein milieu, qui est le machine learning en fait, qui a besoin d'énormément de données lui, effectivement. Et pourquoi il y a cette excroissance de baobab, en fait? Pourquoi c'est si central? Alors, je pense que c'est déjà parce que c'est nouveau. Enfin, nouveau, ça a été mis à la mode en 2012, parce que c'est beaucoup plus ancien que ça, et ça a fait le buzz marketing parce que c'est Facebook, parce que c'est Google, parce que ainsi de suite. Et du coup, c'est devenu un peu comme s'il n'y avait plus que ça qui existait. Et tous les gens qui aujourd'hui veulent faire de l'IA, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est du machine learning. Ils veulent travailler sur ce baobab parce qu'ils savent même pas qu'il y a quelque chose d'autre derrière, en fait. Ce qui est derrière, ça existe depuis beaucoup plus longtemps. Les systèmes experts étaient très à la mode dans les années 80, comme la logique floue, ça n'a pas disparu, c'est toujours présent. Mais c'est vrai que ça fait moins sexy parce que c'est moins nouveau et on associe souvent intelligence artificielle avec innovation et puis avec des systèmes qui pourraient apprendre tout seul, puis ça fait un peu rêver, quoi. L'ordinateur, il apprend tout seul. Il n'y a plus besoin d'aller questionner quelqu'un pour savoir comment il travaille. Il n'y a plus besoin de. Ça a l'air vachement plus simple, quelque part presque. Ça a l'air magique et tout. Donc voilà, je pense qu'il y a à la fois une culture un peu euh, de la nouveauté, de l'innovation, et puis ce côté un peu magique. Et puis aussi, c'est ce qu'on voit, souvent, les data scientists sont vus comme des gens qui font de la magie, qui savent faire des trucs que personne d'autre ne sait faire. Ça a l'air super compliqué ce que vous faites. En fait, non, c'est pas très compliqué, mais voilà, il y a cette aura un petit peu autour, on va dire. Donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de marketing autour de tout ça, et il y a aussi beaucoup d'argent qui tourne aujourd'hui sur le monde de l'intelligence artificielle. Et on sait qu'une startup qui dit qu'il fait de l'intelligence artificielle, elle aura beaucoup plus de facilité à lever des fonds qu'une startup qui dit qu'elle ne fait pas d'intelligence artificielle. Donc du coup, beaucoup ont tendance à mettre un peu de l'intelligence artificielle partout sans même se demander s'ils pourraient faire avec autre chose que du machine learning, ou sans même se demander s'ils pourraient faire même sans du tout de l'intelligence artificielle, mais en utilisant juste peut-être l'intelligence des humains qu'ils ont chez eux déjà. Voilà. Donc, bon. Comme tu as parlé de machine learning et que l'idée, c'est de décortiquer un petit peu les choses, donc on va parler un tout petit peu quand même du baobab. La story, la fable, la petite musique du baobab, c'est quoi? Il y a plein de données, il y a des gros volumes de données qui sont structurées ou pas structurées, et donc on crée des algorithmes qui, on va dire, en moulinant ces données-là, déduisent des choses. Comment est-ce que tu raconterais ce que c'est que le machine learning? Alors, le machine learning, c'est juste on essaye de détecter des tendances que l'humain n'arrive pas à détecter parce qu'il y a trop de données. C'est-à-dire qu'on va lui donner mais vraiment beaucoup, beaucoup de données pour le coup. Donc, soit on va donner des milliers d'images. Un exemple tout bête, je vais détecter si c'est un chat ou un chien. En tant qu'humain, j'ai du mal à dire quels pixels interviennent sur le fait que ça soit un chat ou un chien. Enfin, je suis incapable de faire ça, personne n'est capable de le programmer. Donc, on va juste lui montrer plein de photos de chiens, plein de photos de chats, et on va lui dire à toi de trouver qu'est-ce que les chats ont en commun, qu'est-ce que les chiens ont en commun, et qui sont différents entre les chats et les chiens. Voilà, statistiquement. Donc c'est vraiment c'est des stats derrière. Alors nous, on ne les code pas, il y a des programmes qui le font pour nous. Toujours pareil, quand on parle de maths, on n'est pas obligé de savoir coder les maths, mais derrière, ce qui va fonctionner, c'est des stats. Et donc ça va dire, bah voilà, majoritairement, j'ai trouvé que tel pixel, il me permettait de détecter des trucs, et tel pixel me permet de détecter des trucs. On ne sait pas trop exactement comment ça fait, mais ça va détecter les deux. Nous, on est incapable de le faire en tant qu'humain. Et quand on parle sur des chiffres, c'est pareil. J'ai 1 million de lignes avec 1000 colonnes et je dois trouver quel paramètre me permet de dire si l'objet, par exemple, est de qualité ou pas en fonction des 1000 colonnes par 1 million de lignes, je ne peux pas le lire en fait pour trouver des tendances. Par contre, le machine learning, c'est juste un gros ordinateur qui calcule beaucoup derrière, donc il va pouvoir calculer plein de choses et dire, ok, je sais que si je prends 3 fois ce paramètre plus 8 fois celui-là, moins 2 fois le suivant et ainsi de suite, à la fin, j'arrive à un chiffre entre 0 et 1. Plus il est près de 0, plus c'est de mauvaise qualité. Plus il est près de 1, plus c'est de bonne qualité.
Et nous, on n'aurait pas pu le faire à la main, en fait. Et là, c'est de la régression linéaire, hein. Pour l'explication que j'ai donnée, je prends la colonne fois x plus une autre colonne fois un autre chiffre et ainsi de suite. C'est exactement l'algorithme de régression linéaire qui est dans le machine learning. Donc voilà. Donc, ça calcule des trucs que nous, on n'arrive pas à prendre en compte parce que dès qu'il y a plus de 3 colonnes, on est dépassé en fait. Et là, c'est intéressant parce que tu parles de calcul et on sait que voilà, computer et informatique et tout ça, c'est lié aussi à des capacités de calcul, mais tu reprends pas à ton compte l'idée qu'il y a, je sais pas, de l'apprentissage ou une intelligence. Est-ce que tu peux nous faire toucher du doigt en fait où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça commence, ou est-ce qu'effectivement là aussi il y a une espèce de fable sur l'intelligence du machine learning? Alors les algorithmes de machine learning sont tous très très bêtes. Voilà, s'il n'y a pas d'intelligence. En fait, en intelligence artificielle, on a deux approches qui s'opposent, l'intelligence artificielle forte et l'intelligence artificielle faible. Donc l'intelligence artificielle forte, c'est celle qu'on voit par exemple dans Matrix, dans Terminator, dans iRobot et tout ça, avec des robots qui sont capables de réflexion, de bon sens et ainsi de suite. Et l'intelligence artificielle faible, c'est la réalité du terrain. Donc, c'est deux mondes qui sont vraiment séparés. C'est juste des programmes qui font des stats et qui déduisent ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire des choses que l'on retrouve régulièrement, qui vont nous dire, bah, là, ça a l'air d'être plutôt du côté de la qualité parce que ça ressemble plutôt aux objets qui étaient de qualité, et celui-là, ça ressemble plutôt aux objets qui sont de mauvaise qualité, donc je dirais que ça serait plutôt de mauvaise qualité. Voilà, mais ça reste des stats sans aucune intelligence, et que vous lui fassiez deviner si c'est un chien ou un chat en montrant une photo, ou si c'est la pièce A ou B d'une voiture, ou si c'est un humain, ou si c'est une tortue, pour lui c'est exactement la même chose. Il a aucune, le programme n'a pas de conscience, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de bon sens, et même pire que ça, si vous faites un programme qui détecte un chat d'un chien, vous lui mettez une vache, il sera incapable de dire je ne connais pas, il va dire c'est un chat ou c'est un chien, il va le classer comme n'importe quel objet. Vous lui montrez un téléphone, il va vous dire si c'est un chat ou un chien, mais même si ça n'a rien à voir, quoi. Voilà. Donc le côté intelligence, c'est pareil, c'est pour le côté on va faire rêver, marketing et tout ça, mais en réalité, ou science-fiction, hein, mais en réalité, il n'y a pas d'intelligence au sens où on l'entend. Par contre, ce que ça fait, c'est que ça simule l'intelligence. Ça fait semblant d'être intelligent, parce qu'on a l'impression, quand on lui montre une image, qu'il sait si c'est un chat ou un chien. Donc on a l'impression qu'il est intelligent. Mais le artificiel, moi je ne le comprends pas comme machine versus humain, je le comprends artificiel versus réel. Il y a l'intelligence réelle, et puis il y a l'intelligence artificielle qui est fausse, qui est simulée, qui est pas vraiment intelligente en fait. Voilà. Et on m'a dit aussi qu'il y avait un contresens sur le mot intelligence en anglais et qu'en fait, c'est pas intelligence, mais c'est collecte de renseignements, de données, en fait. Intelligence, les services d'intelligence aux États-Unis, La, c'est les la services CIA, qui. quoi, C'est ça, c'est les services qui qui récupèrent collecte. plein de données pour récupérer des informations. Donc c'est l'intelligence au sens de traitement de la donnée. Alors on peut le garder intelligence en français, moi ça me choque pas, mais c'est un traitement de la donnée et c'est ce que fait le cerveau aussi, hein, c'est ce qu'on fait, nous on traite de la donnée, mais c'est pas le sens de conscience. C'est vraiment ce côté traité de la donnée, quoi. Voilà. Donc il y a ce Bon, bah, côté, écoute, on c'est fait de la top. simulation, mais au final derrière, c'est des calculs mathématiques assez simples, hein, des multiplications et des additions la plupart du temps. La plupart des algorithmes se limitent à des multiplications et des additions sur les données d'entrée pour obtenir des données de sortie. Donc Non, non, c'est top. On a bien fait le tour de la plupart des concepts. Maintenant, je voudrais qu'on rentre sur la partie les compétences et les métiers. Et pour moi, qui suis, je sais pas, demandeur d'emploi ou salarié, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des nouveaux jobs et tout ça? Donc, j'imagine, là aussi, je le sens dans la discussion, c'est vrai pour plein d'autres, mais qu'il y a plein de métiers différents qui sont liés à la donnée. Hein. Tu en as parlé. Il y a peut-être des graphistes et peut-être des mathématiciens et plein de nuances de gris entre les deux. J'ai fait l'effort de regarder quelles sont les certifications et les types de métiers auxquels on prépare à Simplon. Donc, je te les livre comme ça, hein, c'est pour lancer la discussion. Donc, on a des certifications qui s'appellent développer une base de données. On en a une autre qui s'appelle exploiter une base de données. Il y en a une autre qui s'appelle exploiter l'intelligence artificielle dans le développement d'une application qui utilise des données. Et puis après, il y a des choses assez rigolotes. Donc, j'ai tombé sur une formation de data steward, une formation de data visualisation, une formation big data. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? Data analyst aussi, data engineer. Donc j'ai trouvé que des trucs comme ça. Est-ce que tu peux nous aider à faire un petit peu de ménage là-dedans?
Alors déjà, un truc très très simple, quand ça commence par data, c'est que ça fait partie des nouveaux métiers qui sont apparus il n'y a pas très très longtemps. Data engineer, data analyst, même data scientist. Quand j'ai passé ma thèse en intelligence artificielle, je n'étais pas data scientist parce que le terme n'existait pas. Voilà. Donc c'est un métier qui est beaucoup plus récent. Donc tous les métiers en data quelque chose, data analyst, data vis, data steward et tout ça, c'est tous des métiers qui sont apparus dernièrement et qui complètent des zones ou qui spécialisent des zones qu'avant faisaient des gens qui faisaient tout de bout en bout. Sauf que tout faire de bout en bout, on s'est rendu compte que ça devenait trop compliqué, qu'il y avait besoin de trop d'outils, trop de techno pour que la même personne, elle sache tout faire. Donc en fait, on a segmenté les métiers en zones et on va dire bah, telle personne, elle va faire, ça va s'intéresser à ça, qui représente déjà beaucoup de techno, d'outils et tout ça. Telle autre personne, elle va faire tel autre panel et ainsi de suite. Donc voilà. Et après, du coup, dans tous ces domaines-là, il faut séparer ceux qui concernent l'intelligence artificielle et donc le machine learning de ceux qui concernent la donnée en elle-même. Parce que l'intelligence artificielle intervient juste dans le cycle de la donnée à la fin sur la partie valorisation. Parce que c'est une des valorisations possibles de la donnée. Mais ce n'est pas la seule. Donc on peut faire de la data vise, c'est de la visualisation de données, c'est une des valorisations, c'est lié à la data. Et puis on peut utiliser du machine learning pour déduire des tendances et prédire les futures ventes d'un produit dans le futur. Voilà. Donc il faut séparer déjà en deux les métiers de la data et les métiers de l'intelligence artificielle. Donc, dans l'intelligence artificielle, on va retrouver le data labeler. Donc, le data labeler, c'est celui qui va préparer les données pour les algorithmes. Donc, il va prendre les images de chiens et de chats et il va dire bah, là, c'est un chien, là, c'est un chat, là, c'est un chien, là, c'est un chat. Alors, c'est un métier qui n'a pas besoin de formation, mais que je ne conseille pas forcément. C'est un métier qui est très sous-payé, qui est payé à la tâche. Donc, vous êtes payé X centimes par photo que vous labellisez. Mais C'est c'est ça un dont on métier parle sur les Mechanical Turk et tout ça, toutes ces exactement. plateformes de. Voilà, d'accord. C'est Du ça. Toutes ces micro-travail. plateformes-là, c'est du micro-travail. Vous êtes payé à la tâche. Vous avez fait 3 photos. Vous avez gagné 6 centimes. Super, vous êtes content. Bon, c'est pas des métiers d'avenir. Par contre, ça peut dépanner des gens qui sont dans le besoin financièrement et qui ont besoin d'un petit complément de revenu d'activité, mais il ne faut pas en faire sa carrière, quoi. Voilà. Si on peut éviter, c'est mieux d'éviter. Une fois que les données, elles ont été préparées, c'est-à-dire qu'on a mis, est-ce que c'était un chien ou un chat, on va faire intervenir le data analyst. Le data analyst, il va analyser les données, d'où son nom, data analyst, analyse de données. Et son but, bah, c'est d'améliorer, de préparer les données pour qu'elles soient utilisables dans le process, c'est-à-dire que non seulement il faut les labelliser, mais il faut peut-être aussi changer pour des images le contraste, la luminosité, la colorimétrie. Un peu comme quand vous prenez des photos, vos photos, elles ne sont pas parfaites. Après, vous pouvez rajouter des filtres ou modifier, avant de les poster, vous avez modifié le contraste, la luminosité. Bah, c'est un petit peu faire ça. Qu'est-ce que je dois faire sur les données pour qu'elles soient les meilleures possibles pour mon algorithme? Il y a du Ensuite, nettoyage là-dedans? il y a du nettoyage. Il y a Ouais, beaucoup d'accord, de aussi. nettoyage. Ouais, d'accord. Donc, il va aussi enlever, par exemple, les photos floues, C'est ça. des choses de ce type-là. Ensuite, on fait intervenir le data scientist. Donc, le data scientist, lui, il n'a plus à préparer les données, elles ont été préparées en amont, il va surtout créer les modèles. Donc, c'est lui qui va faire l'apprentissage. Donc, quand on est dans du machine learning, puisque généralement, data scientist, c'est associé au machine learning. Donc, il va faire tout l'apprentissage des algorithmes et puis il va évaluer les différents modèles pour savoir lequel est le mieux, quel algorithme j'utilise. Donc là, il y a besoin de comprendre un peu de. Alors, pas être bon en maths, mais comprendre les maths qui sont derrière les algos pour, en fonction du besoin, choisir le meilleur algo. Moi, je vois malheureusement beaucoup de data scientists qui tentent tous les algos qu'ils connaissent en espérant qu'il y en ait un qui marche bien. Mais quand on connaît comment il fonctionne, on choisit mieux le meilleur algo et on n'a pas besoin de faire 50 milliards d'essais pour se dire que finalement c'est tel algo qui marchera le mieux alors qu'on pouvait le savoir en amont en fait. C'est un peu ce qui fait la différence entre le bon et le mauvais data scientist. Un peu comme le bon et le mauvais chasseur. Voilà. Donc le data scientist, il fait un modèle et quand il a fini son modèle, eh ben, il dit ça y est, j'ai un modèle. Et donc là, on a couvert à peu près les métiers de l'intelligence artificielle. Alors il y en a d'autres potentiellement un peu autour. Et puis il y a tous les métiers de la data et de l'IT qui sont autour. C'est que les données qu'on a données au data labeler, il faut bien qu'elles viennent de quelque part. Donc il a fallu aller les stocker, les récupérer, les transporter, les stocker dans un endroit pour que le data labeler les utilise. Et ça, c'est le rôle du data engineer. Donc le data engineer, son rôle, c'est d'aller récupérer des données là où elles sont produites et de les récupérer et de les mettre à un endroit potentiellement centralisé pour être utilisé derrière. Et pareil, le data engineer, il intervient aussi en tout bout de chaîne. Quand le data scientist a son modèle, c'est un joli petit programme.
le data engineer va le mettre dans le système d'information du client comme une brique supplémentaire qui va permettre d'être utilisée tous les jours en gérant la sécurité, le monitoring, les droits d'accès, la confidentialité des données, enfin toutes ces choses-là. Donc ça, c'est le data engineer. Donc il fait tout ce qui est en amont, tout ce qui est en aval du process de machine learning. Les données bases, les sources, ça peut être de l'IoT. Dans ce cas-là, on va avoir besoin de personnes qui sont spécialisées dans l'IoT, mais ça peut être des bases de données. Et donc là, on a besoin de tous les métiers des bases de données, donc database administrator, donc tout ce qui est concevoir une base de données, exploiter une base de données, administrer une base de données. Ça, c'est parce que c'est la source de production de notre donnée avant que le data engineer la récupère. Donc voilà, donc il y a vraiment, tous les métiers sont à des zones un peu différentes. Et puis il y a aussi des métiers qui sont juste business, qui est de comprendre le problème du client, de dialoguer avec lui, de trouver comment l'aider, quelle pourrait être sa stratégie. Alors, soit sur un projet, donc le data steward, par exemple, généralement, va plutôt faire ça, soit sur plein de projets différents où on va avoir des directeurs de programme, on va parler de data lab avec une vision stratégique de l'entreprise, de quels sont tous les projets data qu'on pourrait faire, dans quel ordre, comment les ordonnances, quelles sont les contraintes de chacun. Qui sont des métiers d'organisation, hein. C'est limite du chef de projet ou du chef de programme. Et enfin, on a tous les métiers dans le visuel, dans le rendu pour l'utilisateur, qui seront tout ce qui est data visualisation. Et là, c'est savoir faire les bons écrans, placer les graphiques aux bons endroits, mettre les bonnes couleurs, choisir le bon type de graphique pour que ça soit compréhensible par l'humain qui va l'utiliser. Donc on voit qu'on a plein de compétences différentes un peu de partout, quoi. Voilà. Ouais, c'est top. Et tu l'as dit, mais j'ai envie de te relancer là-dessus. La donnée, c'est très important pour le business et pour plein de choses, hein, santé, tout ce qu'on veut. Elles sont stockées, que ce soit dans le cloud ou ailleurs. Là aussi, le cloud, c'est le nouveau nom joli pour dire serveur. C'est un serveur, mais qu'on gère pas. C'est ça. C'est ça. Et ça aussi, ça remet du neuf avec du vieux un petit peu. Et par contre, effectivement, il y a deux enjeux, j'imagine. Est-ce que c'est des métiers différents ou des compétences dans les métiers que tu viens d'évoquer? Il y a des enjeux de sécurité et puis il y a des enjeux de tout ce qui est RGPD, protection des données, tout ça. Donc ça, comment ça se joue? C'est des métiers à part? Il y a des cybersécurité de la data spéciales ou il y a des RGPD machin ou comment c'est? Alors actuellement, on est dans un petit flou, on va dire. C'est-à-dire qu'on sait que ces sujets-là sont importants, mais on ne sait pas encore exactement qui le traite. C'est pas encore complètement, comme je disais, hein, ça se sépare progressivement en plein de métiers, et plus le domaine augmente, plus on crée des nouveaux métiers. Donc il y a un métier qui apparaît petit à petit, mais qui n'a pas encore de nom complètement officiel. Moi, je l'appelle le data auditor. Donc c'est celui qui va vérifier au niveau des données le respect de tout ce qui est réglementation, c'est-à-dire s'assurer que, par exemple, les données sont anonymisées, qu'elles sont stockées en respectant RGPD, que si c'est des données de santé, elles sont chiffrées, parce qu'on n'a pas le droit, enfin, il y a plein de contraintes pour les données de santé, on ne peut pas les stocker comme ça, que si c'est des données sensibles, il faut vérifier qui a le droit d'accès, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours d'organisation. Actuellement, la responsabilité, elle est partagée entre les RSSI, donc les responsables sécurité des entreprises, et les data engineers pour le côté technique, principalement, avec les data analystes qui s'y mettent aussi de plus en plus parce qu'ils ont la vision métier de à quoi servent les données, ils les préparent et donc ils doivent comprendre les données et de se dire, OK, telle colonne, elle est sensible, telle colonne, elle ne l'est pas, parce que ce n'est pas un fichier qui est sensible, c'est des colonnes. C'est-à-dire que si j'ai un fichier de patient, le poids du patient n'est pas forcément sensible, par contre, son nom ou son numéro de sécurité sociale sont très sensibles parce que je sais tout de suite à qui ça correspond. Mais même le poids peut être sensible parce que si tout le monde fait entre 50 et 100 kilos, mais qu'il y a une personne qui fait 130 kilos, la formation de 130 kilos, elle permet de retrouver qui c'est. Donc, c'est une donnée qui est aussi sensible potentiellement, en fait. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça auxquelles il faut réfléchir. Et donc, tout ça, c'est réparti entre plusieurs métiers, mais je pense qu'il y a des métiers qui apparaissent autour de ça. Et il y a une réglementation européenne qui est en cours de vote, qui devrait être votée cette année pour une application à partir de l'année prochaine. Donc, c'est vraiment très, très bientôt. Et là, vraiment, ils demandent de fournir tout un ensemble de documents
pour obtenir un label CE sur certaines applications de l'intelligence artificielle au sens large, pas que du machine learning. Du coup, ils ont bien pris la forêt en compte et pas le baobab. Et du coup, ça va demander à ce que ce métier se professionnalise et qu'il y ait des personnes qui soient capables d'aider les entreprises à faire leur label CE et l'obtenir en respectant tous les critères de la réglementation européenne. Donc, il va y avoir des choses qui vont bouger dans ce côté-là. Et c'est encore une zone où je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue là. Voilà. Là, on est en plein sur le, sur le mouvement, sur ces métiers. Ouais, bah, j'imagine, ça bouge pas mal. Une petite dernier rebond sur quelque chose qui est très important pour nous à Simplon, et je sais que tu y es sensible aussi. Et puis après, je t'interrogerai sur ce qui a marqué sur ton t-shirt, sur qu'est-ce que tu fais, ta boîte et tout ça. Ouais. On le voit pas beaucoup, mais... Ouais, non, mais on va en parler, on va prendre le temps d'en parler. Ma question, c'est, on a déjà tué un peu le stéréotype, genre la data, c'est forcément des maths, donc l'effort en maths, voilà, machin. Est-ce qu'on peut tuer d'autres stéréotypes sur les niveaux de qualification et d'études pour faire ces différents métiers? Est-ce que c'est que des trucs de bac plus 18? Et puis après, tu es une femme, je l'ai remarqué, ou en tout cas tu te considères et tu as l'air d'être une femme. Je me considère comme une femme, effectivement. Voilà, exactement. Et donc là aussi, est-ce que tu peux nous parler de donc, les niveaux de qualif sur machin, et puis aussi, est-ce que les femmes sont bienvenues dans la data ou pas? Alors, tout le monde est le bienvenu dans la data. Et du coup, ça couvre toutes les diversités potentielles. Donc, effectivement, en termes de genre, il n'y a pas de les hommes sont meilleurs que les femmes en data. Il n'y a pas non plus les femmes sont meilleures que les hommes en data. Hein. Je ne vais pas non plus tomber dans l'extrême opposé. Non, on a tous des apports qui sont très différents parce que justement, comme l'idée, c'est de comprendre la donnée et d'être curieux et de trouver des choses sur la donnée, ben, en fait, il faut se dire que plus on a d'avis différents, plus on a des chances de trouver des choses intéressantes dans la donnée. Donc si en fait vous embauchez dans votre entreprise que des femmes, vous aurez le même problème qu'une entreprise qui n'embauche que des hommes. C'est que vous allez manquer de diversité. Donc il faut de la diversité, donc sur le genre, sur la provenance de la personne, sur sa religion, sur sa culture, sur tout, mais vraiment sur tout en fait. Et du coup, c'est vraiment une chance pour les personnes qui sont issues de la reconversion, parce que quand vous venez d'une reconversion, vous avez un bagage que vous avez acquis dans d'autres métiers avant qui fait que vous avez des connaissances que les autres personnes n'ont pas. Et si vous tombez sur des clients qui sont même déjà proches de vos domaines précédents, ben là, c'est le jackpot. Et même si ce n'est pas sur le même domaine, comme vous n'allez pas avoir la même culture, la même formation et ainsi de suite, ça va forcément apporter des choses intéressantes dans une équipe. Donc voilà. Et donc, il n'y a pas de problème au niveau homme-femme, même si effectivement, en pratique, faut bien reconnaître ce qui est, on a quand même majoritairement des hommes dans le domaine, mais dans mes équipes, on est à un tiers, deux tiers. Donc par rapport à l'informatique, c'est déjà beaucoup mieux en fait, parce que l'informatique en général, on est à 10-15%. Je pense qu'on doit être à 15% sur les derniers sondages. Donc nous, on arrive à 30%, c'est 2 fois plus de femmes que... À Simplon, on a 43%. Bravo, c'est un bon score. On a des personnes en reconversion, c'est à peu près la moitié des effectifs. C'est des personnes qui viennent de la reconversion. On n'est que 2 dans le département à avoir un doctorat. Voilà. Tous les autres viennent de niveau au-dessous. Alors déjà, bac plus 5, c'est pas mal, mais tout le monde n'a pas de bac plus 5. On a des personnes qui font et qui peuvent faire sur certains métiers des formations comme data analyst. C'est tout à fait accessible avec l'équivalent d'environ 6 mois de cours et puis environ 6 mois de présence en entreprise. Alors, je ne sais pas exactement comment vous faites, mais la plupart des écoles, c'est en général une période de formation un peu intensive, suivie d'une période d'alternance ou de stage plus ou moins intensive aussi. Et ça permet d'arriver sur des métiers comme data analyst. Il n'y a pas de contraintes. Ça, ce n'est pas un métier qui est très compliqué à attaquer quand on vient d'autre chose. Et on n'est pas bloqué non plus dans ce métier. Ce n'est pas parce qu'on a fait data analyst qu'on va se dire « ouais, mais je ne veux pas rester data analyst toute ma vie ». Parce qu'en entreprise, avec l'expérience, un data analyst devient souvent un data scientist. Donc, soit vous arrivez avec un bac plus 5 en tant que data scientist, soit vous arrivez en tant que data analyst, vous faites quelques années et puis vous devenez data scientist dans l'entreprise où vous êtes. Du coup, vous n'avez pas eu besoin de faire le bac plus 5, vous avez besoin de faire 6 mois de formation et 6 mois de stage, quoi.
Donc, Ouais, super intéressant. Tu as d'autres exemples de métiers de la data un peu techniques qui ne nécessitent pas d'être bac+15? Est-ce que, je sais pas, les data stewards, les data ouais, à machins, peu près tout, hein. Alors, tout ce qui est chefferie de projet, il faut avoir un esprit logique d'organisation, mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait des études supérieures très très longues. Tout ce qui est data engineer, ça ressemble à des métiers comme du développeur. Et donc, c'est D'accord. accessible à Oui, des donc gens qui c'est n'ont bon. jamais fait d'informatique. Après, data architecte, ça sera une évolution du data engineer, mais qui a déjà plusieurs années d'expérience. Ouais, je Voilà, donc comprends. ça sera quelque chose de plus compliqué à atteindre, enfin, ça, comme le data scientist, quoi. Donc data scientist, data architect, ça demande des études plus élevées ou d'arriver par data engineer, data analyst. Donc data engineer, data analyst et tout ce qui est base de données, ça ne demande pas forcément d'avoir un gros background et c'est des métiers sur lesquels on peut attaquer. D'ailleurs, c'est pas pour rien, à mon avis, que c'est ceux que vous avez chez Simplon. Bah oui, c'est C'est ça. parce que c'est ceux qui permettent d'arriver de là. Donc voilà. Et donc, je parlais de diversité homme-femme, mais il y a aussi toutes les neuroatypies. Et justement, dans le domaine de la data, c'est un domaine qui est réputé pour ça. Donc, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans l'accompagnement des personnes qui sont autistes en particulier, parce que les autistes ont une façon de réfléchir différentes et d'analyser la donnée différente qui leur permet de découvrir des choses que les humains normaux ne savent pas détecter. Ce qui peut avoir en plus, donc non seulement ils sont les bienvenus comme à peu près dans tous les métiers, hein, on ne va pas dire non désolé ici on ne recrute pas d'autistes ou quoi que ce soit, mais en plus dans les métiers de la data ils peuvent être recherchés. Voilà. Donc, ce qui peut paraître comme un handicap dans d'autres métiers peut être un avantage dans les métiers de la donnée et de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas parce que vous êtes différent de la majorité, que vous n'êtes pas un homme blanc, cisgenre, hétéro, de 40 ans, qui habite, qui est aisé et qui possède sa maison, que vous pouvez pas faire de la data, au contraire. Voilà. Bah, super, c'est une super nouvelle. Donc, on va finir sur Teamwork et sur toi, j'ai regardé ton titre, c'est assez drôle parce que tu joues avec tes différentes missions. Est-ce que, donc, c'est quoi, toi, ton job, ton quotidien et ta boîte? Alors, je travaille chez Teamwork. Teamwork, c'est une ESN. Donc, Teamwork, c'est voilà, c'est sur mon t-shirt. Teamwork, c'est une ESN, c'est-à-dire qu'en fait, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour des clients qui ont besoin d'aide sur les métiers de l'informatique en général. Et donc, la data est un des domaines sur lesquels on travaille. Et donc, au sein de Teamwork, moi, je suis sur l'agence de Lyon. Je dirige un département qui s'appelle Modern Data. Et donc, Modern Data, dans le nom, il y a bien l'opposition à un petit peu ancienne data, même si c'est pas très sympa, mais on fait pas de base de données dans mes équipes. On va s'intéresser vraiment à tous ces métiers en data quelque chose. Et au sein de ces métiers en data quelque chose, j'ai 3 équipes. Une équipe qui est spécialisée en data engineering et data architecture. Une équipe qui est spécialisée en data science, donc data analyst, data scientist. Et une équipe qui est spécialisée en data intégration. Donc ça, c'est un autre truc dont on n'a pas parlé, c'est Ouais. faire communiquer des applications entre elles pour qu'elles échangent des données alors que les formats des applications ne sont pas compatibles a priori. Donc Ah, on va trop les bien. Et récupérer c'est d'un un truc côté. d'ingénieur, ça, ou un truc type Simplon? On Non, sait ça peut pas? être type Simplon. Ouais. Ouais, super, trop bien. Ouais, Je ne je suis le pas sûre note que vous alors. ayez une formation en data intégration qui existe chez Simplon, mais en tout cas, Non, c'est non, quelque chose qui est c'est accessible intéressant. effectivement. C'est je récupère la donnée dans une application, je la modifie au bon format de celle qui veut la récupérer derrière et je la pousse de l'autre côté. Voilà, donc je fais le passe-plat entre des applications. Voilà. Donc j'ai une équipe qui est spécialisée sur la data intégration. Donc ça, je passe beaucoup de temps à faire du management parce que j'ai commencé à avoir un petit peu de gens dans mes équipes. Je fais encore des projets techniques, en particulier sur de l'intelligence artificielle ou sur de l'IoT. Et puis à côté de ça, j'interviens dans des écoles, je donne des formations en entreprise sur les différents sujets que je maîtrise. J'écris des livres, enfin bref, je m'occupe, on va dire, de manière. Ouais, non, c'est super parce que tu es super pédago et tout. Enfin, je pense que les gens qui nous écoutent ou qui vont nous écouter, c'est vraiment du petit lait parce que c'est tout pareil, super clair avec toi. Donc, ça, c'est une vraie Merci. compétence aussi. Et, Mais j'ai là, été prof pendant très longtemps, peut-être que ça joue un peu ah, alors. et dans ton titre, il y a aussi directrice de la R&D. Donc, est-ce que là, la R&D aussi, c'est pour vos clients? C'est la R&D de Teamwork? Alors, il y a les deux. En fait, on fait de la R&D en interne pour nous, pour pas perdre par rapport à ce qui se fait, parce qu'en fait, c'est des domaines qui bougent très, très, très vite. Donc, c'est-à-dire que ce que moi, je faisais pendant ma thèse, actuellement, c'est complètement obsolète au sens où c'est le b.a.-ba du métier et qu'il y a plein de choses qui se sont construites derrière. Donc, on essaye de ne pas perdre.
parce que si on n'est pas toujours en apprentissage, on va se faire dépasser par le reste. Donc on fait une R&D en interne pour travailler sur des sujets qui sont vraiment techniques et pour aller plus loin, voir où ça en est et tout ça. En particulier, on travaille sur tout ce qui est travail sur les images et le NLP. Le NLP, c'est le traitement du langage naturel, qui est un gros domaine qui évolue beaucoup. Et puis on a fait aussi beaucoup de R&D sur tout ce qui est apprentissage par renforcement. Donc voilà, donc on essaye de suivre un petit peu ça. Donc ça, c'est quand on travaille pour nous. Et puis on travaille aussi pour des clients. Comme je disais, on est une ESN, donc en fait, Teamwork travaille que pour des clients. Et certains de nos clients viennent avec des problèmes qu'on sait résoudre. Donc on leur apporte une solution. Et il y a des clients qui nous apportent des problèmes où on se dit, ah, on ne sait pas les résoudre. Donc plutôt que de leur dire c'est pas faisable ou quoi que ce soit, on va se dire on va réfléchir ensemble comment on peut faire de la R&D pour trouver comment on peut résoudre ce problème. Et donc là, on va aller faire de la recherche, on va aller lire de la bibliographie, des articles scientifiques qui sont sortis d'universitaires, de choses comme ça, pour voir comment on pourrait l'appliquer à leurs problématiques et voir ce qu'on pourrait faire pour eux. Voilà. Donc en langage un peu plus professionnel dans les entreprises, on appelle ça du CIR, du crédit impôt recherche. Donc voilà. Donc on gère le crédit impôt recherche pour nous ou pour nos clients en fonction des sujets. Donc avec nos clients, on va tout de suite regarder est-ce que ce qu'ils veulent faire, c'est quelque chose on sait faire ou est-ce que c'est de la R&D et en fonction, on fera l'un ou l'autre. Voilà. C'est pour ça que trop bien. Écoute, on a fait un super tour d'horizon. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés où tu te dis bah, c'est dommage, on n'a pas parlé de ça? J'aurais pu te lancer sur les biais dans les datas aussi. Alors ça, c'est un sujet entier. Voilà. C'est un sujet, je pense, j'ai pas fait exprès. une heure, c'est déjà même court dessus. Donc Ouais, effectivement, tout ce qui est biais, il y a énormément de choses qui se font et c'est très très intéressant de regarder ça. Mais ça rejoint la question de la diversité hein, quand même principalement. C'est que y a besoin de plusieurs cerveaux qui vont réfléchir et puis il faut du bon sens et se dire est-ce que ce qu'on est en train de faire c'est bien ou pas bien. Donc régulièrement sur LinkedIn, je publie des utilisations de l'IA que je trouve pas bien. Voilà, en disant non mais qui a eu l'idée de sortir ce genre de programme, sachant que la plupart du temps, c'est-à-dire quelqu'un a eu l'idée, quelqu'un l'a développé, quelqu'un l'a mis en production, l'a acheté, l'a commercialisé, et tout ça, ça fait beaucoup de gens qui ont l'air de pas s'être posé de questions en fait. Donc, des fois, ça m'inquiète un petit peu, mais voilà. Mais ça, c'est vraiment un sujet à part, et je pense que ça peut faire l'objet de complètement des webinaires entiers sur l'éthique. En tout cas, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je dirais comme l'oncle de Spider-Man, de grands pouvoirs amènent de grandes responsabilités. Donc si vous manipulez la donnée des entreprises qui leur permettent de prendre des décisions, faites pas n'importe quoi en fait. Voilà. Trop bien. C'est un bon endroit pour te suivre, LinkedIn, ou il y a d'autres endroits où on peut te suivre? Je sais pas, tu es sur Twitter, tu fais des comptes? Je suis trop vieille pour Twitter. C'est un truc de vieux Twitter aussi. Hein. Je sais pas trop, mais je pense que je suis encore plus vieille que la moyenne d'âge sur Twitter. J'avoue que Twitter, j'ai un compte sur lequel je ne me connecte jamais. Je sais même pas si je me rappelle du mot de passe. Plutôt LinkedIn alors? Sur LinkedIn, ouais. Sur LinkedIn, je publie beaucoup. Je publie plusieurs fois par semaine. Je suis joignable aussi s'il y en a qui ont des questions ou quoi que ce soit. Il ne faut pas m'hésiter à m'envoyer des petits messages sur LinkedIn. J'essaye de répondre. Alors, je ne réponds pas forcément dans la journée, mais je réponds quand je peux. Quand j'ai du temps, j'en reçois quand même pas mal. Donc voilà. Et s'il y a un autre petit point qu'on n'a pas abordé, mais qui, pareil, pourrait faire l'objet quasiment d'un webinaire entier, c'est tout sur le côté durable. Parce qu'en fait, l'IA est un des principaux consommateurs d'énergie au niveau de l'IT, de l'informatique en général. Et donc, là encore, il faut peut-être se poser des fois des bonnes questions pour éviter de pourrir la planète pour rien. Voilà. Ben, écoute, ça va être abordé dans les prochains webinaires. Je me demande si je ne vais pas confronter plusieurs personnes qui sont venues, parce que c'est pareil, c'est quelque chose de multidisciplinaire hein, entre donc l'impact écologique du numérique. Puis c'est des dossiers compliqués, donc il faudra des gens qui vulgarisent et qui sont engagés comme toi. Donc peut-être que je me permettrai de te reprendre un peu de temps. En tout cas, merci beaucoup, Virginie. C'était vraiment top. Et dans le chat, tout le monde confirme que c'était super intéressant, super vulgarisé. Et donc, voilà, je pense qu'on va se régaler aussi en replay. Bon courage pour tes activités professionnelles et tes combats personnels. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, à bientôt. Et bien, à bientôt, tout à fait, potentiellement. Merci à tous. Merci à tous ceux qui étaient là et merci à tous pour vos super messages sur le chat. Merci.